Pierluigi parle de description postmoderne, ça je ne sais pas très bien quel est le contexte de la description postmoderne. Il enseigne à l'université de Sienne, il est spécialiste du 19e, et tu parles de description postmoderne, donc c'est pas le 19e. Bon, le titre était très vague, en fait je ne parlerai que d'un certain type de description géographique, en me penchant justement, comme l'a fait Alexandre ce matin, sur une forme d'écriture hybride, important des exemples, surtout italiens, des auteurs italiens peu connus, mais qui quand même peut-être peuvent nous ajouter quelque chose au discours qu'on vient de faire ce matin. Bon, au temps de la post-histoire, cela est désormais un lieu commun, l'espace prime sur le temps. C'est ce qu'on a appelé, en littérature aussi bien qu'en philosophie, le tournant spatial. Il ne s'agit sans doute pas de l'avènement d'un paradigme épistémologique absolument nouveau, on pourrait trouver des situations semblables du XIXe siècle justement, mais il a certainement une influence majeure sur la transformation de certaines pratiques descriptives contemporaines. Par ailleurs, la critique a souvent parlé, ces 15 dernières années, d'un retour de la littérature au réel, voire au réalisme, un retour qui serait la démonstration de la crise ou même de la fin du postmodernisme, ainsi que de toute poétique prônant l'autoréférentialité du texte littéraire. Le succès croissant, on en a parlé ce matin, du non-fiction novel, Insérer la preuve, un best-seller mondial tel que le reportage romancé de Roberto Saviano, Gomorra, a pu être considéré comme l'emblème d'un nouvel engagement de la littérature. Or, cette opposition trop souvent évoquée entre les soi-disant nouvelles écritures du réel et les fictions postmodernistes me semble souvent un peu trop simpliste. En fait, la vogue actuelle du non-fiction novel aboutit, me semble-t-il, non pas à un regain des centralités du littéraire dans la société, mais au contraire à une reddition sans condition de la littérature à la logique de la communication de masse, puisque le discours social dominant nie désormais tout privilège cognitif au texte littéraire, le roman revendique une légitimité subreptice en s'appropriant les thèmes qui font la une des JT, faits divers retentissants, intrigues criminelles, etc., en concurrençant le journalisme sur son propre terrain et en empruntant ses outils d'interprétation du réel à la doxa des sciences humaines. Philippe en a parlé un petit peu ce matin aussi, d'un autre point de vue. Par ailleurs, la réécriture des genres littéraires ou paralittéraires n'est pas, à mon avis, moins paradoxale, puisqu'elle s'inspire à la fois du second degré postmoderniste et d'une nostalgie d'engagement dans le réel. En fait, le vaste domaine de la non-fiction, autofiction, etc., d'un côté, et celui non moins hétéroclite des genres littéraires de l'autre, au-delà des débats militants qui les opposent, apparaissent, me semble-t-il bien, comme des formes symboliques, au sens de Panofsky, les formes symboliques les plus représentatives d'une époque, la nôtre, où toute distinction étanche entre le réel et le fictif a été déconstruite, où la crise irréversible du concept de la littérature, de la littérarité, semble avoir effacé toute distinction axiologique entre le littéraire et le non-littéraire. Il est néanmoins possible de repérer d'autres formes de résistance du littéraire, et un des exemples, qui n'est certainement pas le plus important ni le plus intéressant, mais qui a quand même un intérêt, me semble-t-il, un des exemples d'un acte littéraire qui soit capable de faire le deuil de l'autoréférentialité sans pour autant accepter d'être inféodé au savoir des sciences humaines, ni de subordonner à l'éphémère de l'actualité journalistique, eh bien, me semble-t-il, celui du récit géographique. On peut certes estimer que suite au succès de London Orbital de Yeats et Sinclair, un effet de mode a amené à une multiplication quelque peu fastidieuse des récits périurbains. Presque toutes les grandes villes occidentales peuvent désormais s'enorgueillir de leur rocade littéraire. En Italie, par exemple, Gianni Biondi et Michele Monini ont décrit les aventures du périphérique de Milan, tandis que le périphérique de Rome a été célébré par le beau film de Gianfranco Rosi, Sacro Gra, qui a eu le Lion d'Or à Venise. À la psychogéographie londonienne de Sinclair a répondu à Paris la géographie parallèle de Philippe Vassé, mais déjà d'Olivier Rollin dans la zone 95. Et en Italie, la paesologia de Franco Arminio, dont je parlerai tout à l'heure, la villagologie, on pourrait traduire, c'est la pseudo-science que cet écrivain prétend avoir inventée, dont il est évidemment le seul spécialiste. Arminio, en fait,
s'inscrit dans le sillage de l'œuvre d'un grand précurseur comme Gian Michelatti, dont la traversée de la plaine du Pô, en compagnie du photographe Luigi Ghirri, peut être considérée comme l'acte fondateur de nouvelles écritures géographiques en Italie. Un père sur la route, c'est un très beau livre de 89. En fait, au moins 3 éléments me semblent intéressants dans cette production. D'abord, les dialogues avec une tradition littéraire illustre, comme l'est celle du récit de voyage. Ensuite, les rapports entre l'espace et le temps. Et finalement, l'emploi des techniques descriptives dont la valeur cognitive est à la fois affichée et problématisée. C'est précisément ce dont parlait Pierre Ouellet ce matin, c'est-à-dire le mode d'apparition du réel, pas les témoignages, mais le mode d'apparition et d'appréhension du réel qui est thématisé et problématisé dans ces textes. Les nouveaux géographes littéraires publient en effet leurs ouvrages bien après la fin de voyage constatée par Lévi-Strauss déjà en 1955. Ils s'inscrivent donc consciemment dans une logique de post-voyage, ce qui nous permet d'ajouter un post à notre argumentaire qui est déjà riche, en retrouvant les traces du temps à la surface du territoire, et notamment dans les marges des villes et dans les zones laissées pour compte par l'histoire et la géographie officielle. Ce faisant, ils renouvellent le même geste qui a fondé chez les écrivains du XIXe siècle ce qu'on a pu appeler une éthique de la description, à savoir l'écriture d'un réel qui est demeuré invisible et inaudible avant que la parole littéraire ne l'évoque, tout en étant depuis toujours sous les yeux de tout le monde. On se rappelle de la boutade célèbre de Georges Sand, disant qu'avant Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, le Parisien ne voyait pas Paris. Or, si une pratique naïve du récit géographique consisterait à revendiquer tout simplement une spécificité thématique, certes noble, on parle de marge, etc., mais ayant particulier d'un côté avec la logique du reportage journalistique et de l'autre avec les techniques de la description naturaliste, on pourrait penser que le premier exemple de géographie parallèle, ce sont bien les carnets d'enquête de Zola, 150 ans avant Philippe Basset. Les auteurs les plus intéressants dont je voudrais parler aujourd'hui sont toujours conscients du statut problématique de toutes ces îles littéraires du réel, les dispositifs descriptifs n'étant jamais neutres, les langages n'étant jamais transparents. Redonner un sens à la flânerie périurbaine après la fin de voyage, réinventer la description après la rupture irréversible imposée par le nouveau roman, voici les défis assumés par une écriture géographique n'ignorant pas que la littérature ne saurait produire une vérité que sous contrainte, en inventant des dispositifs de perception et d'écriture s'inscrivant en faux contre ceux des sciences sociales et non pas en le reproduisant. Une phrase de Gian Michelatti pourrait résumer la posture énonciative de nos auteurs. Je cite, « En réalité, il n'y a jamais rien à voir, il n'y a que des choses qu'il nous arrive de voir avec un élan majeur ou mineur, indépendamment de leur qualité. » Bon, évidemment, quand Philippe Basset entreprend l'exploration des blancs qu'il a pu repérer sur une carte de la région parisienne, c'est le Paris qui structure son ouvrage le plus connu, un livre blanc. Il ne saurait ignorer que c'est le même geste qu'a déjà fait Marlowe chez Conrad il y a 100 ans, en regardant le blanc dans la carte de l'Afrique, et il ne saurait ignorer que dans Au cœur de ténèbres, l'exploration de ce blanc n'a abouti qu'à l'horreur, qu'à la découverte de l'horreur. Aucun charme de l'inconnu n'a survécu à la crise de l'exotisme ou à la fin de voyage. De même, Basset ne saurait ignorer que Georges Perec a à la fois fondé et en quelque sorte épuisé la représentation de l'intraordinaire, notamment dans sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, où justement il se concentre, je cite Perec, sur ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance, ce qui se passe quand il ne se passe rien. Ni que Michel de Certeau a déjà opposé la sinuosité du parcours, la complexité imprévisible et incarnée d'une approximation kinésique, comme il le dit, du réel, produisant une énonciation piétonnière, opposée aux lignes figées des cartes géographiques. Si, malgré ses antécédents quelque peu encombrants, l'exploration des blancs de la région parisienne permet à Basset d'atteindre le but très ambitieux qu'il s'est fixé, celui, je cite, d'élargir les moyens limités dont dispose la langue pour écrire l'espace, pour dire l'espace, excuse-moi, c'est précisément que la contrainte produite par la carte, imposant à l'écrivain de pénétrer dans des endroits presque inaccessibles et a priori dépourvus de tout intérêt, lui offre un point de vue inédit sur la ville. Au-delà, ou en deçà, peu importe, de tout protocole scientifique, la littérature affirme sa propre différence par rapport aux sciences sociales
Et c'est par contre plutôt la géographie, je pense à un grand géographe italien comme Franco Farinelli, qui reprend, un peu comme l'a montré Alexandre ce matin pour l'historiographie, qui reprend ce modèle littéraire pour mettre en cause ce propre présupposé épistémologique. Si donc chez Sinclair, dans London Orbital, une nostalgie romantique subsiste, les voyages périurbains promettant parfois une récompense narrative qui fait songer encore aux écrivains du XIXe siècle, s'immergeant dans la misère de faubourg à la recherche d'anecdotes poignantes. Je cite Sinclair: je vais marcher tout au long de la M25, la rocade de Londres, convaincu que dans ce rien, dans ce marge, je trouverai de nouveaux récits. Chez Franco Arminio, le villageologue dont je vous parlais tout à l'heure, l'écriture exclut toute gratification narrative, ainsi que tout réenchantement de la désolation. Si Arminio explore depuis 20 ans les villages du sud de l'Italie, ce n'est pas pour raconter des anecdotes typiques d'une zone qui en offrait quand même beaucoup, parce qu'il y a eu le tremblement de terre de 80, etc., ni pour dénoncer les dégâts provoqués par une reconstruction après le tremblement de terre contraire à toute logique de l'urbanisme. Il ne se prive pas du droit de persifler au passage l'incompétence de la classe politique italienne. Et pourtant, son livre le plus important, sans doute, Vento forte tra la Cedonia e Candela, rafale de vent entre la Cedonia et Candela, tout en affichant un titre paradoxalement médiatique. C'est une sorte de citation d'infotrafic, parce que c'est la seule émission où ces villages délaissés ont la chance d'être cités parfois, justement, à raison de conditions météo difficiles sur l'autoroute. Tout en adoptant ces titres paradoxaux, il refuse complètement toute logique de la communication médiatisée. Arminio se donne des consignes qui, tout en fondant sa pseudo-science, met en place un dispositif littéraire inédit. Je cite: si aucun quart de touriste n'est jamais arrivé dans un certain endroit, ceci est pour moi une bonne raison pour aller le visiter. Non pas qu'il y ait des beautés encore à découvrir, mais parce que l'absence de toute beauté amène l'esprit à fureter parmi les détails qu'on néglige d'habitude. En fait, il ne visitera que des villages non seulement pauvres de curiosités touristiques, mais également dépourvus de tout attrait négatif, ni criminalité organisée, ni misère. Tout le monde y vit paisiblement avec une voiture, une maison, une télé. Ce qui attire l'intérêt d'Arminio, ce sont ces villages où rien n'arrive. Et de chaque village qu'il visite, il décrit les endroits qu'il trouve toujours ouverts. Le café, la mairie, le cimetière et la place, qui est censée représenter le centre autour duquel se déploie la vie d'une communauté. Or, c'est précisément l'absence de toute trace d'une vie communautaire qui frappe les visiteurs, à rebours de la rhétorique qui oppose la campagne à la ville, au nom de la survie présumée d'un milieu rural, d'une solidarité sociale, d'un habitat à la mesure de l'homme, etc. Arminio ne retrouve dans les villages de l'Irpinia qu'un découragement généralisé, des gens, je cite, qui passent leur temps en allant aux enterrements des autres en attendant le leur, une solitude totale, un autisme de masse, un manque profond d'identité. Tel village pourrait être n'importe quel endroit du monde, dans tel autre, même les cafés est dépourvu de nom. L'anonymat étant la règle dans un monde qui a coupé ses racines paysannes sans pour autant s'intégrer dans la modernité, dans un monde, pourrait-on dire, qui est entré dans la post-histoire sans avoir connu l'histoire, à l'exception de l'histoire naturelle, sous sa forme catastrophique avec le tremblement de terre des 80. Dans un monde habité par des personnes que le texte définit, encore un poste, comme post-déprimé. Mais l'entreprise littéraire d'Arminio ne revêtirait qu'un intérêt local et anecdotique si elle se bornait à dénoncer la disparition progressive de hameaux de la planète méridionale. En fait, elle n'entendrait que l'énième complainte sur la mort de la civilisation paysanne, etc. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien parce que dans Vento forte tra la Cedonia e Candela, la description des villages se mue à chaque page en interrogation sur les statuts à la fois de la réalité et de la littérature. Les villages sont à l'abri de l'événement, de la tyrannie de l'événement dont se nourrissent aussi bien le discours du journalisme que la rhétorique romanesque. Je cite, dans les villages, l'événement le plus important est précisément cette absence de l'événement. Les villages est un observatoire privilégié pour sonder ces bétilles, c'est un texte,
qui, depuis le modernisme, sont la matière paradoxale de toute épiphanie littéraire. C'est pourquoi les villages pour Arminio est un lieu pour écrivains et non pas pour journalistes. Ces villages sont qualités dont l'écrivain entreprend l'autopsie, plutôt qu'une description. Parfois, je me rends compte de faire l'autopsie du paysage. Ce village semble se défaire au moment même où Arminio le décrit. Mais c'est exactement cet effacement de l'anonymat qui en fait, je cite, des lieux vrais, car lieu quelconque d'un Occident qui apparaît comme la queue d'un serpent dont on aurait coupé la tête. C'est de cette universalité paradoxale d'un territoire à l'abandon qu'une tension idéale se dégage, permettant d'imaginer, contre l'évidence de l'effritement, une renaissance de ce village appelé à devenir un lieu de réhabilitation de l'humain. On est là dans le domaine des micro-utopies dont parlait Philippe ce matin. En fait, c'est la nécessité incontournable d'une communauté absente qui unit à l'utopie la description dystopique du réel, jusqu'à transformer les traumatismes du tremblement de terre en souvenir euphorique des fraternités. Je cite, « Le soir du tremblement de terre, j'étais bien. J'aimais bien tous ces gens dans les rues, tous se regardant les uns les autres, comme si chacun était une chose précieuse. Si les habitants de moins en moins nombreux, de plus en plus enfermés dans la solitude de leurs maisons reconstruites, ne permettent plus à une communauté de se coaguler, faute, dit les textes, faute de thrombocytes, il n'y a désormais que l'écriture qui puisse faire office de globulin, de thrombocytes ou de tremblement de terre. » Si Arminio consacre presque toute son œuvre à cette entreprise villagologique, il y a d'autres écrivains italiens qui sont plus connus comme romanciers ou comme nouvellistes, mais qui quand même affrontent aussi parfois l'écriture géographique. Par exemple, Antonio Pascal, Giorgio Basta, Giorgio Falco, l'Italiano Trevisan, Francesco Pecoraro. Je ne parlerai brièvement que de ces deux derniers. À bien des égards, Trevisan, cité ce matin par Philippe, semble se situer à l'opposé d'Arminio, originaire du nord de l'Italie, de la Vénétie, peu entrain à la flânerie, il se représente toujours en moto, en traversant à grande vitesse les rues congestionnées du nord de l'Italie, méprisant à l'égard de la littérature qu'il définit comme néo-néo-réaliste, il prend d'emblée ses distances par rapport à toute enquête engagée, en ridiculisant, je cite, ces professionnels de la réalité dont l'Italie regorge. On peut penser à Saviano, à tous ces imitateurs. Ce professionnel de la réalité qui voltige avec légèreté au-dessus des banlieues éclatées à la recherche de cadavres, juste le temps de les décharner et d'en chier une narration, ils ont déjà repris leur vol à la recherche d'un tremblement de terre, d'une guerre, de n'importe quelle ligne, pourvu qu'elle se vende bien. Mais avec Tristissimi Giardini, le livre dont je vais parler, il écrit néanmoins un livre hybride entre essais, autobiographie, description géographique, dont le premier chapitre a justement pour titre « Banlieue éclatée ». Trevisan décrit la croissance désordonnée des agglomérations industrielles qui envahissent les campagnes du nord de l'Italie en occupant presque tout l'espace entre les villes, en transformant la Vénétie en une unique et monstrueuse métropole sans centre ni forme. Il décrit avec étonnement les jardins très tristes qui donnent le titre au livre de cette maison de cette banlieue riche. Il essaye d'appréhender le rythme des villes, des faubourgs, des paysages, mais sa démarche semble s'avérer décevante. À la fin du livre, après être monté en moto jusqu'à un belvédère sur les collines, il observe encore une fois la banlieue éclatée pour en saisir la forme grâce à la perspective d'un homme. Or, je cite, on ne peut pas décrire une forme qui ne se fixe pas dans le temps, ni inscrire dans un système de relation cohérente une conurbation qui a perdu ce point de repère. Du paysage aimé par les architectes de la Renaissance, il ne reste que fragmentation, parcellisation, aucune continuité. Et pourtant, un rythme semble finalement s'ébaucher parmi ces fragments toujours mouvants. Un rythme jazz, l'impromptu du jazz, étant justement le modèle avoué de l'écriture de Trevisan, aussi bien dans ce texte que dans ce roman et dans ce nouvel. À la dernière page de ce livre très pessimiste, cette découverte d'un rythme apparaît presque comme un revirement, mais ce revirement était préparé dès l'introduction, où Trevisan s'en prend directement à Marc Auger. Je cite, « Non-lieu. Voici une définition à succès qui m'énerve tout spécialement. En dépit de toute mon estime pour monsieur le professeur Auger, j'ai l'impression qu'il a dit cela sans s'en rendre compte.
En réalité, il n'existe pas de non-lieu. Même les espaces les plus anonymes, selon Trevisan, comme ceux que j'ai classés parmi les non-lieux, aéroports, centres commerciaux, stations de service, etc., ont chacun leur identité humaine. Si le professeur ne les voit pas, c'est bien l'écrivain qui doit la montrer, en rappelant une évidence. En fait, nous dit Trevisan, je cite, aucun camionneur ne prendrait jamais une aire de service sur l'autoroute pour une autre. Pour les camionneurs et pour bien d'autres catégories, c'est le reste du monde qui est un non-lieu. Encore une fois, la littérature revendique la légitimité de sa vérité partielle et subjective en évoquant la voie des laissés-pour-compte du discours des sciences sociales. Elle renverse les hiérarchies des valeurs et des espaces en retrouvant un rythme dans les désordres de la banlieue éclatée, une identité humaine dans l'anonymat des prétendus non-lieux. Et c'est encore une sorte de non-lieu, un viaduc routier aux portes de Rome qui joue le rôle de protagoniste dans Questa e altre preistorie, celle-ci et d'autres préhistoires, un livre hybride, encore une fois, publié par Francesco Pecoraro, qui est par ailleurs l'auteur d'un des romans les plus importants parus en Italie ces dernières années, La vita in tempo di pace, la vie par temps de paix. Dans des pages aussi hétéroclites et débordantes que la banlieue postmoderne qu'elle décrive, c'est le rapport contradictoire de l'espace et du temps qui est thématisé. L'écrivain se présentant comme étant, je cite, facile au sens de la préhistoire, comme d'autres seraient faciles au large. En observant les alentours de la ville éternelle, Pecoraro déclare avoir souvent le sentiment que, je cite, sous une couche subtile de peinture, tout est encore comme dans la savane africaine il y a 2 millions d'années. La ville contemporaine est un transit vers une esthétique anti-perspective et chaotique qui nie toute conception de l'espace hérité de la Renaissance. En reprenant un titre de Rem Koolhaas, Pecoraro définit en effet junk space, espace poubelle, comme junk space, comme espace poubelle, le paysage désordonné des faubourgs surpeuplés où d'immenses embouteillages se forment tous les matins sur les viaducs. En slalomant en scooter parmi les voitures bloquées sur le pont, Pecoraro essaye de deviner la logique de leur déplacement, car, je cite, il faut bien les connaître, les embouteillages, pour comprendre leur comportement et leur mouvement. Car ils sont un organisme vivant. La traversée matinale du Tibre, je cite, en absence totale des vraies aventures, devient mon aventure quotidienne, mon défi, au chaos. Comme chez Arminio, l'expérience subjective de l'écrivain fonde un nouvel objet d'étude. Je cite, habiter l'embouteillage. Cela signifie le comprendre comme un phénomène naturel et comme une masse en mouvement, comme un écosystème indépendant, comme un flux de force et d'âme. Bref, le viaduc est cognitif, dit Pecoraro. Ce que Pecoraro traverse est un fleuve darwinien de voitures, dit-il. Mais la théorie de la théorie de Darwin ne survit que l'idée d'une lutte acharnée et brutale, aucune évolution de l'espace, de l'espèce, plus de ça, un pouvant désormais découler de cet affrontement généralisé. Au contraire, la compétition sans merci parmi les chauffeurs de voitures sur les viaducs n'est qu'une image spéculaire de ce qui se passe sous le viaduc, où une humanité cachée, migrants, sans-abri, drogués, etc., survit péniblement dans les interstices de la métropole. Je cite, dans cet espace résiduel, dans le creux de la ville, parmi nos déchets, comme des acariens urbains. C'est la préhistoire du titre qui fait surface dans le monde postmoderne, selon cette logique d'une coprésence dans le même espace urbain du contemporain et du non-contemporain qui est à la base du livre entier. Qu'est-ce qu'elles sont, ces personnes qui émergent des roselières de la grève, en poussant des chariots de supermarché, sinon des chasseurs-cueilleurs qui accumulent des déjections urbaines? Les embouteillages à la périphérie de Rome ne sont donc pas un simple reflet d'un urbanisme irrationnel. Ils sont également l'allégorie de la vie en commun dans une société dominée par les lois du marché et dont la modernité technologique risque à tout moment de replonger dans la préhistoire. C'est pourquoi l'écrivain se présente comme, je cite, obsédé par le problème des délimitations, des lisières, des enclos, des bords, des frontières, de tout ce qui marque un changement d'état de la matière et notamment des étendues de l'espace. C'est la spécificité du fait d'être humain qui est en jeu, selon Pecoraro, dans le flou des limites qui s'estompent, les temps et les espaces se superposant jusqu'à se confondre dans une indifférenciation primordiale. Pecoraro assimile donc Rome à une immense déchetterie, car, je cite, les déchetteries sont des dépôts du temps.
comme comme chez plusieurs écrivains postmodernes, hein, chez Delillo et Lailo, par exemple, qui vient d'être cité par Raffaele, hein, mais aussi dans les météores de Tournier, les stockages de déchets élaborent, selon Pecoraro, la seule mémoire collective encore possible, la déchetterie, image spéculaire de la ville et des marchandises qui l'envahissent, étant le seul espace-temps où le sens de notre civilisation peut encore sédimenter, et sans doute la meilleure figure métalittéraire désignant une écriture à la fois marginalisée et toujours capable de dire sa propre vérité sur le monde. Alors j'aurais voulu parler aussi de Paysage terre de François Bon, que vous connaissez sans doute mieux que le texte italien dont je parlais, mais comme on est en retard, je vais sauter cette partie et j'en arrive à mes conclusions. Non sans souligner le fait que chez Bon, il y a toujours cette insistance sur le fait que le visible est à construire. Donc justement, il n'y a pas une appréhension directe du réel, mais il y a d'abord une mise en place d'un dispositif, là c'est le train, la fenêtre du train, donc d'une contrainte, et la littérature ne saurait dire une vérité sur le monde qu'à travers une contrainte liée à l'écriture et à la langue. Donc ce dispositif mis en place par Bon peut faire songer à ce que dit le poète italien Ermanno Krum. Je cite, « Il y a des textes qui semblent nous dire « N'accomplissons pas la perception, laissons que tout s'accélère, que les signaux passent, ne cherchons pas des correspondances, ne les interprétons pas, que le ruban puisse se dérouler. » Si Sinclair, dans London Orbital, vise encore à offrir au lecteur un paysage certes fragmenté, mais si je puis dire, accompli par morceaux, à la fois du point de vue esthétique, la beauté cachée des marches, et du point de vue idéologique, une interprétation marxiste de la périphérie de Londres. Chez Arminio, chez Trevisan, chez Pecoraro, chez Bon, c'est les processus inaccomplis de la perception qui s'installent au centre du texte. L'acte littéraire ne visant pas à créer un objet esthétique, une belle description, ni à offrir une lecture univoque du réel, mais au contraire, à sonder l'intimité, le mot revient chez Bon aussi bien que chez Arminio, où le revers, l'arrière, son reflet spéculaire et non fonctionnel, les déchets chez Pecoraro, le cimetière chez Arminio ou encore chez Bon, d'une façon subjective, asystématique, asymptotique, et néanmoins capable de produire une connaissance inédite. La tâche de l'acte littéraire étant d'abord celle de rétablir les formes du contact, en reproduisant la dispersion et les chocs conceptuels dont le sujet fait l'expérience devant l'évanouissement progressif des territoires. L'écrivain géographe accepte deux défis, aussi nécessaires, me semble-t-il, qu'impossibles. Celui de réduire d'abord la coupure que la modernité a produite entre l'art et le monde, et cela précisément grâce à l'abondance d'un métadiscours décrivant une écriture à contrainte, et ensuite celui de vérifier les possibilités d'une nouvelle forme de communauté à travers une enquête qui relève de l'anthropologie du proche. Dans leur forme la plus radicale, les écritures géographiques proposent une documentation du réel rhapsodique et discrète, ne pouvant aboutir qu'à une connaissance partielle, oblique, mais justement engagée dans un acte qui se veut avant tout cognitif, à la hauteur de l'énigme proposée par des espaces qui, je cite Philippe Basset, défient les catégories du cadastre. Arminio le dit clairement. Pour moi, la littérature est avant tout une forme de connaissance, la tentative de mettre à profit mon effarement. Transformer donc l'effarement du sujet en connaissance du territoire, voici l'acte que tente l'écriture géographique, en montrant que tout espace est à sa manière identitaire, relationnel, historique, car ces caractéristiques, selon Marc Auger, exclusives des lieux anthropologiques, la littérature, c'est les retrouver dans tous les endroits fréquentés par les humains, y compris dans les non-lieux. L'acte littéraire des écrivains géographes, dans les meilleurs des cas évidemment, pas toujours, s'efforce donc de saisir, pour employer les mots de Sinclair, les forces centrifuges qui tiennent ensemble la ville. Cette image qui me semble très belle, c'est un oxymore, cette image qui décrit chez Sinclair l'existence paradoxale de la métropole londonienne,
pourrait également servir d'image métalittéraire de l'équilibre toujours précaire entre le sujet et le territoire, entre la parole et le monde réel, sous-jacent aux écritures des écrivains dont je viens de parler. Merci.